Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 184. Je suis resté pas mal de temps sans effectivement effectuer une quelconque chronique. Bon, disons que cette injustice est réparée désormais. Donc, je voudrais parler un petit peu de l'école de Francfort, car effectivement cette école a fait couler d'encre et fera encore couler de l'encre, ma foi. Je vais vous parler de cette école qui a aujourd'hui influencé des gens comme contemporains comme Emmanuel Macron, Bernard-Henri Lévy, pour ceux qui sont connus, également Cohn-Bendit, ceux qui aujourd'hui déterminent la direction de notre pays. Et tout cela, bien entendu, est mué par cette école qui, au départ, effectivement, a voulu faire du marxisme et qui, avec le temps, un peu comme certains trotskistes, ont troqué la révolution permanente pour, je dirais, la révolution économique et libérale. L'internationalisme socialiste pour l'internationalisme du capital, de l'économie de marché et bien entendu du libéralisme. Alors un homme a porté mon attention, il s'agit effectivement de Herbert Marcuse, qui est allemand, qui est né le 18 juillet 1898 et décédé le 29 juillet 1979. Bon, tous les milieux bien avertis, également les étudiants pratiquant, je dirais, la philosophie politique, savent pertinemment qu'il fut un philosophe, sociologue, politologue, et très important, même si son origine est allemande, il n'en demeure pas moins qu'il fut américain. Alors bien entendu, il fut associé à l'école de théorie critique de Francfort, la fameuse école qui est, je dirais, née en Allemagne et qui a fini aux États-Unis dans les boîtes à idées de la CIA, et qui aujourd'hui est très active, elle est, je dirais, très importante dans l'influence de la nouvelle école qui a su se frayer un chemin aux États-Unis et mettre en veilleuse l'école néoconservatrice qui est l'école de Palo Alto. Alors revenons effectivement à Marcuse, et donc qui est effectivement né à Berlin, a étudié aux universités, je dirais, de Berlin, puis à Fribourg, où il a obtenu son doctorat. Alors, pour ceux qui, effectivement, sont intéressés par ses écrits, on peut considérer, synthétiser qu'effectivement, ce qui en transpire, dès le départ, où il a critiqué le capitalisme, la technologie moderne, le matérialisme historique et la culture du divertissement, affirmant qu'il représente de nouvelles formes de contrôle social. Sur cela, je dirais, pas de contradiction, puisque Kluskar lui-même, en son temps, a su développer ces concepts-là. Alors, bien entendu, un homme ne reste pas figé dans le temps, il évolue, ou il trahit. Je m'expliquerai par la suite pourquoi je parle d'évolution de trahison. Alors, entre 1943 et 1950, Marcuse a travaillé au sein du gouvernement des États-Unis pour le Bureau des services stratégiques, qui fut effectivement, pour ceux qui sont des spécialistes de l'histoire du renseignement, le prédécesseur de la Central Intelligence Agency. Alors, pour que les choses soient claires, pourquoi je parle de trahison ou d'évolution, pour que les gens puissent savoir de quoi je parle, je vais étayer mon propos par un exemple. Nous avons Cohn-Bendit en 1968 sur les barricades, qui a prétention d'abattre le capitalisme et qui
quelques décennies plus tard, se retrouve avec l'ultra-libéral et l'ultra-capital, ou l'ultra-capitaliste Emmanuel Macron. Voilà, ce qu'on peut appeler une belle trahison. Certains parlent d'adaptabilité. Alors, vous savez, aujourd'hui, dans le monde libéral dans lequel nous vivons, quand un homme a des principes et des règles, même dans le cadre du travail, on dit qu'il est psychorigide. Et quand il est lâche, fourbe, et fait les basses besognes, bien entendu, dictées par la hiérarchie qui elle-même se salirait pas les mains, on dit qu'il est souple, adapté, pour ne pas bien entendu dire qu'il est muet d'une certaine lâcheté. Voilà. Cela est dit. Alors revenons à Marcus. Alors, entre 1943 et 1950, Marcus a travaillé au sein, je dirais, du gouvernement des États-Unis pour le bureau des services stratégiques, comme je l'ai précisé, parce que je le talonne, bien comprendre, un fameux bureau qui était le je dirais, prédécesseur de la Central Intelligence Agency. Bon. Alors, qu'est-ce que l'école de Francfort? Essayons de trouver une analyse non partisane, objective, de cette fameuse école de Francfort, appelée aujourd'hui Frankfurt School. En allemand, Frankfurter Schule. Alors, c'est une école, je dirais, de théorie et de philosophie sociale, associée en partie à l'Institut de recherche sociale de l'Université de Goethe de Francfort. Vous savez, en Allemagne, quand vous voulez vous faire citoyen allemand, vous êtes obligé de passer par l'Institut de Goethe, qui vous permet d'apprendre l'allemand et qui, avec un parterre je dirais, de spécialistes, détermineront si effectivement vous pouvez faire partie de la communauté en ayant appris pendant quelques temps. Alors, à l'époque, je n'ai plus vraiment les sources, mais je savais que dans le passé, il fallait à peu près un an pour avoir une sorte de certificat de validité. Bon. Alors, cette école, je dirais, de Francfort, fondée pendant, je dirais, l'entre-deux-guerres, l'école était composée de dissidents qui ne se sentaient pas à l'aise dans aucun des systèmes. Il faut savoir que, effectivement, cette école, qui était une école plutôt critique à l'égard du système capitaliste, ou des systèmes capitalistes, du fascisme, bon, sur ça on ne discute pas, des fascismes, ou du communisme, ou des communismes, je dirais, existants. Bref, c'est une école qui aujourd'hui trouve énormément sa place dans le monde de la confusion libérale dans lequel nous vivons. Puisqu'on le voit très bien, beaucoup de gens qui aujourd'hui critiquent l'Empire, critiquent les oligarchies, se tirent une balle dans le pied en critiquant bien entendu le socialisme, puisque ne comprenant pas que le socialisme n'a rien à voir avec tous ceux qui aujourd'hui ont trahi. Alors, les choses sont assez complexes. On peut dire que bien que parfois affiliés à peine, les théoriciens de l'école de Francfort ont adopté un paradigme commun. Ils partageaient les prémices hegeliens marxistes, ça c'est entendu, puisque même Georges Lukács en a fait partie et s'est vite retiré. Et ils étaient à l'origine préoccupés par des questions similaires. Alors après Marx, ils étaient préoccupés par les conditions permettant un changement social et la mise en place d'institutions rationnelles. Alors quand je parle de rationalité, quand on pose la question, aujourd'hui il y a des gens comme par exemple Wolbowitz aux États-Unis, qui est un néoconservateur, libéral, et qui a été très longtemps trotskiste, quand on lui pose la question de cette contradiction, je dirais, d'une façon exotérique, ou en surface, entre le trotskisme et l'économie de marché, celui-ci répond par, effectivement, une sorte d'adaptabilité rationnelle. Donc on est là, dans ce cas d'espèce, d'un argument de l'école de Francfort.
Alors, qu'est-ce qu'on entend effectivement par la théorie critique, ou théorie critique sociale, qui effectivement est une école de pensée qui insiste sur, je dirais, l'évaluation de la critique réflexive de la société et de la culture en appliquant les connaissances issues, je dirais, des sciences sociales et des sciences humaines. Vaste programme, me direz-vous. Alors, le point culminant, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler principes lumineux, pour ne pas dire les principes des Lumières. En sociologie, par exemple, et en philosophie politique, le terme théorie critique décrit la philosophie néo-marxiste, et c'est en cela que le problème intervient. Néo-marxiste, donc nouveau, novateur, hein, du marxisme, de l'école de Francfort, développé bien entendu en Allemagne dans les années 30. Et les théoriciens de Francfort ont puisé dans je dirais, les méthodes critiques de Karl Marx et, ma foi, d'un nouvel arrivant, intégré pour, je dirais, pour le besoin, qui fut Sigmund Freud, qui lui était plutôt dans le domaine de la psychanalyse, voire même limite psychiatrie. Alors, la théorie critique soutient que l'idéologie est le principal obstacle à la libération humaine. La théorie critique enseigne à critiquer toutes les formes, ou toutes les normes plutôt, attitudes et attributs culturels en vigueur dans la société, remettant tout en cause, ne prenant pas effectivement appui sur certaines valeurs qui est héritées depuis nos ancêtres et qui ont permis à être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors Herbert Marcuse est l'un des fondateurs importants de l'école de Francfort, et Antonio Gramsci, j'ai commenté dans des audios précédentes, était l'une, je dirais, des influences importantes. Alors je dis bien influence, ils ne se sont pas réellement basés sur ces travaux. Ils ont extirpé, déformé certains concepts pour mieux, je dirais, servir leur praxis. Alors, effectivement, quand on parle de Marcuse, qu'entend-il par tolérance répressive, par exemple? On peut dire que son paragraphe, où il explique dans son ouvrage, théorie, effectivement, d'ouverture, qui contient tout cela, et je vais essayer de défricher un petit peu ce qu'il a voulu expliquer, expliciter, et finalement essayer de donner une petite conclusion sans prétention, et où on peut déterminer que l'idée de tolérance dans notre société industrielle avancée, cette conclusion à laquelle on peut en arriver, est que la réalisation, je dirais, de l'objectif de tolérance exigerait l'intolérance vis-à-vis des politiques, des attitudes et des opinions en vigueur, ainsi que l'extension de la tolérance aux politiques, attitudes et opinions interdites ou réprimées. Alors la tolérance actuelle est répressive. C'est la tolérance dans les limites limitées. Et ce n'est pas tolérance, c'est répressif et contrôlant. Pour susciter une véritable et une complète tolérance, l'intolérance doit être pratiquée contre la culture dominante et contre ceux qui la soutiennent. Ceux qui sont réprimés doivent réprimer pour gagner et conserver une tolérance. En d'autres termes, aujourd'hui, la tolérance apparaît à nouveau comme si elle était, dans ses origines, au début de la période moderne, un objectif partisan, une notion, une pratique libératrice subversive. Or, même ceux qui aujourd'hui sont les dignes continuateurs ou héritiers de l'école de Francfort sont tombés dans, je dirais, la critique de leur propre école, puisqu'ils imposent également une vision, je dirais, de la bien-pensance.
Alors, inversement, ce qui est proclamé et pratiqué aujourd'hui comme tolérance est beaucoup, je dirais, dans ces manifestations les plus efficaces au service de la cause de l'oppression. Comme la tolérance est pratiquée aujourd'hui, et je reprends un petit peu sur son essai de 1965, cela ne sert qu'à permettre la tolérance dans les limites acceptables. Et cela opprime ceux qui ne vivent pas dans ces limites. Alors bien entendu, son essai est assez long, assez tortueux, et je vais essayer de prendre un peu de temps pour couvrir, survoler en détail, et ces quelques réflexions qu'on pourrait dire réflexions initiales. Alors, il y a de nombreuses années, on peut déterminer bien avant que la technologie ne brille dans l'œil, et bien avant de pouvoir prendre en compte tout ce qui était associé à cette idée de libertaire et de culture. Vous voyez, on y arrive. Libéralisme libertaire de culture. J'ai essayé, à travers tous les ouvrages que je peux posséder, d'expliquer la théorie libertaire à beaucoup d'individus. Et effectivement, souvent, quand on pose la question, même à un communiste, il faut être honnête, souvent, les gens ne comprenaient pas réellement les véritables idées de l'aliénation, du fétichisme de la marchandise, qui furent bien entendu plus dans un domaine, je dirais, de paradigme militantiste et propagandiste que dans une connaissance théorique et scientifique. Alors, bien entendu, quand on commence à fouiller dans ce qu'on appelle communément le libertaire de gauche, ce que Kluskar déterminait comme étant le libéralisme libertaire, l'interdépendance, je dirais, des fondateurs de ce qui est aujourd'hui compris comme la gauche. Gauche qui, pendant les années 70, fut énormément financée par la CIA ou par des boîtes à idées des États-Unis, ce qui n'est pas un hasard. Macron émane de la gauche. La gauche a effectivement abandonné sa considération marxiste, et je dis bien marxiste et non pas néo-marxiste, bien entendu, pour se mettre en accord avec le monde des affaires. Alors, je ne pourrais pas continuer si, bien entendu, je ne parle pas de Murray Rothbard ou de Kevin Carson, qui sont aussi, je dirais, des gens de gauche, et qui peuvent rappeler certains penseurs précédents, et de toute évidence, ont abouti à des conclusions radicalement différentes concernant le terme libertaire ou libertarien. Vous savez, ce qui aujourd'hui constitue l'école de Palo Alto. Alors, ce qui peut sauter aux yeux, surtout quand on voit Antonio Gramsci et sa méthode, je dirais dans ses écrits de prison, cité positivement comme une influence de Carson, on peut dire que, effectivement, à partir de là, on peut comprendre là où l'interprétation a été faussée. Alors, lorsque j'ai lu cet essai de Marcus, je me suis retrouvé d'accord avec nombre de ses plaintes et de ses critiques concernant l'ordre en cours. On ne peut pas nier dès le départ qu'il y a effectivement une analyse marxiste. C'est après que les choses se gâtent. Par conséquent, effectivement, l'ennemi de mon ennemi, vous connaissez le reste de l'adage, pourtant, ma foi, je recule en lisant sa prescription, puisque plus on avance dans ses recherches et dans ses études, plus on s'aperçoit que Marcus s'oriente plus du côté néolibéral américain
et finalement ferme la porte à toute forme de socialisme possible dans une nation, s'appuyant sur un État et sur une certaine forme de patriotisme. Alors il est certain que, sans prétention, à certains égards, que l'ennemi de mon ennemi, pourtant en aucun cas il n'est mon ami, il est peut-être je dirais mon ami provisoirement, bien que je reste assez méfiant vis-à-vis de cet adage qui me semble pas tout à fait complet. Alors la solution qu'il décrit, qui à bien des égards se dévoile autour de nous, conduira à un enfer physique sur Terre pour de nombreuses personnes, même pour ceux qu'il prétend vouloir sauver. Vous savez, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui prétendent de cette école aujourd'hui sont devenus des petits autocrates et des petits inquisiteurs. Alors qu'à l'origine, ils se plaignaient de l'acquisition du système ambiant, puisque n'en faisant pas partie. Alors Marcus, comme Gramsci avant lui, propose une ordonnance pour détruire l'ordre social différent de celui proposé, par exemple, par Marx. Alors la différence avec Gramsci, c'est que Gramsci reste quand même dans une, je dirais, dans une compréhension d'une praxis et d'une doxa marxiste et socialiste. Or, Marcus s'en éloigne, puisqu'il rentre plus dans un concept, je dirais, freudien. Il croit pouvoir analyser la société à partir d'une certaine forme de dépression. Alors, le moyen, je dirais, est vraiment hors de propos, même si, au fond, c'est peut-être la même fin. Détruire l'ordre social n'apportera pas d'utopie. Il apportera un enfer pour ceux qui vivent et le voir. Et nous pouvons le constater aujourd'hui, ces gens qui ont voulu tout renier, finalement, on détruit le social, on détruit le socialisme, on détruit le communisme dans ce qu'il pouvait avoir de positif. Et aujourd'hui, ma foi, pour certains qui font des condamnations du communisme, du socialisme, et qui se trouvent dans la partie des victimes, n'ont aucune alternative à proposer. Et ceux qui sont au pouvoir, qui émanent de cette école-là, ont compris que l'économie doit régenter absolument tout, tout est économique, et finalement le social devient l'ennemi de la situation, de la mondialisation dans laquelle nous vivons. Et donc par voie de conséquence, comme le social est le bien le plus précieux que peuvent avoir les peuples, crescendo, inévitablement, les peuples deviennent effectivement les premières victimes. Alors j'examinerai finalement les ennemis communs et j'examinerai même les prescriptions peu communes de recours. Une fois achevé, une distinction nette sera établie, je dirais les libertaires qui considèrent comme un élément fondamental de la liberté, les éléments constitutifs de la famille et de la culture traditionnelle doivent être détruites, ce qui a la différence avec le socialisme de Marx et de Lénine, et même de l'Union soviétique et de la Yougoslavie, puisque comprenant effectivement que pour créer une société, comme disait le Parti communiste, il faut une cellule familiale. Or, ces gens-là ont eu prétention à détruire le socle sur lequel s'appuie effectivement l'interprétation et la volonté des idées. Car si on veut protéger une nation, il faut protéger son économie, ses frontières, et avoir un État providentiel ou un État fort. Et à ce moment-là, effectivement, la doxa sociale peut effectivement se développer. Or, l'erreur qu'ils commettent, c'est de vouloir abattre la culture traditionnelle, la famille, et ne permettant plus à l'idéologie sociale de pouvoir être protégée et se développer dans un contexte tout à fait, je dirais, particulier. Alors, ceux qui préconisent que la liberté demande toutes les normes, bien entendu, toutes les règles
échappe absolument, je dirais, à des hiérarchies en vigueur, car effectivement, l'humanité je dirais, s'est construite du père à l'enfant, jusqu'aux lois de la prédation du règne animal, par une hiérarchie, un équilibre. Alors, effectivement, essayons de voir un petit peu aujourd'hui cette analyse au monde tel qu'il est. C'est pour ça que je pense que Trump a été élu aux États-Unis, parce qu'il symbolise un refoulement contre, je dirais, ces visions tout à fait néfastes, même si je pense qu'il est plus un clown qu'un individu sérieux au niveau politique. Il en demeure pas moins que c'est une des raisons pourquoi le peuple américain a plutôt choisi un Trump avec des idées, je dirais, plus traditionnelles qu'une Hillary Clinton dans le concept de l'école de Francfort, avec son droit d'ingérence dans toutes les nations au nom de la pensée américaine, tout comme le droit d'ingérence au nom de l'école de Francfort. Alors, même si aujourd'hui on peut dire que ce refoulement contre ces idées néfastes, dans la Renaissance, je dirais, qui s'est poursuivie à travers les Lumières et inévitablement à l'ère progressiste, on peut trouver aujourd'hui les fruits de la destruction de l'Occident, puisque même dans les pays socialistes, de la RDA jusqu'à l'URSS, tout était fait, tout était organisé pour préserver la famille, cellule familiale, je reviens encore là-dessus. Et finalement, quand on parle de destruction de l'Occident, avec bien entendu LGBT, la PMA, enfin bon, vous savez de ce qu'il en retourne, et ben ma foi, tout cela manifesté dans toutes ce qu'on appelle au concept grand public. Également, n'y échappe pas les campus universitaires, où on peut estimer qu'aujourd'hui c'est une idée dominante, hein, et dont tous ces individus qui se sont convertis à l'idée transhumaniste, à l'idée, je dirais, de la pensée de la haute technologie, comme si la haute technologie avait une pensée, ne sont plus effectivement des guerriers de la justice sociale. Alors, ils ne recherchent pas Trump à cause de la Russie, ils utilisent la Russie comme un bâton, uniquement parce que Trump représente le mouvement anti-progressif, dont l'aboutissement est la manifestation, je dirais, des idées de Marcus. Alors, bien entendu, ils sont disposés à risquer la guerre avec la Russie pour obtenir ce qu'ils veulent, une continuation de leur idéologie destructrice, de la culture sociale, dans un cadre déterminé. Alors certaines personnes ont profité finalement, je dirais, finalement ont décidé qu'il était temps de reculer, et c'est une raison pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, on sent l'importance de la réintroduction de la culture, de la notion de valeur familiale, d'une certaine tradition, je dirais, raisonnable et raisonnée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'individus comprennent que le principe de non-agression et d'une société mondiale multipolaire est le seul élément qui puisse garantir la paix aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère avoir été un peu, je dirais, compréhensif, ou compréhensible, plutôt, plus exactement. Et je vous dis à la prochaine chronique, hein. Cette analyse n'engage que ma personne, hein. Et je vous dis à la prochaine chronique.